Najwa El Haïté, docteur en droit, vice-présidente de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Rafik Smati, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise. Bonjour Valérie. Bonjour Najwa. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve tous les mercredis sur Sud Radio dans le Grand Matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Alors, vers un confinement, mais de quel type? Confinement hybride. Que pensez-vous de ce reconfinement? Est-ce qu'il faut reconfiner les plus jeunes? On en parlera avec vous. La France revoit déjà à la baisse le nombre de vaccinés en février. Bref, nous allons évoquer évidemment encore et toujours tous ces sujets. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Allez, on va voguer avec Rafik Smati. Ça nous sort un petit peu du sujet Covid. Oui, une bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume dans cette période difficile. Une information qui est quasiment passée inaperçue, mais depuis cette semaine, la France dispose de la première surface maritime du monde. Nous avons réussi à prolonger ce qu'on appelle le plateau continental, c'est-à-dire les terres françaises sous la mer, notamment autour de l'île de la Réunion. Et nous avons 150 000 environ kilomètres carrés de zone économique exclusive en plus, ce qui nous fait passer avant les États-Unis. Donc la France est un empire maritime, le premier empire maritime du monde. La France des terres et la France de la mer, si vous additionnez toutes ces surfaces, ça donne un pays plus grand que la Chine. Alors, arrêtons de dire que la France est un petit pays qui ne compte pas. La France est un grand pays qui dispose d'un empire. Les ressources maritimes, vous avez des ressources minérales, halieutiques, fantastiques. C'est un véritable projet de conquête. Donc, ne boudons pas notre plaisir et voyons dans la mer un des relais de croissance et de grandeur pour notre pays. Dans cette période difficile, osons-le, cocorico. Oui, cocorico, encore faudrait-il qu'on soit à la hauteur peut-être de cette puissance. La mer se mérite et la grandeur ne se décrète pas. Donc, absolument. Ce ne sont pas des choses qui s'improvisent. Bon, très bien. Avec qui on va continuer? Avec Najwa. Najwa, c'est un coup de gueule. Alors aujourd'hui, oui, ce sera un coup de gueule. Donc vous avez entendu les médias très récemment parler d'un restaurateur basé à Nice, défiant les autorités françaises en ouvrant illégalement mercredi dernier sa brasserie et sans respect des règles sanitaires. On l'a pu le voir dans différents médias. Alors oui, dans sa profession, des personnes l'ont soutenu, mais il y a aussi beaucoup de voix à qui on n'a pas tendu le micro et qui se sont élevées contre lui dans cette même profession, craignant une mauvaise publicité. Alors qu'ils se disent capables, je vous le rappelle, d'ouvrir dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur. Donc, et le comble, on l'apprend hier soir, c'est que ce restaurateur rebelle emploie un cuisinier en situation irrégulière qui a fini donc au centre de rétention dans la foulée suite au contrôle de la police. Donc, moi, ma question, c'est de savoir, ce restaurateur défiant la loi, est-ce qu'il va suivre le même chemin que le boulanger de Besançon, Stéphane Ravaclet, qui n'a pas hésité à se mettre en danger en entamant une grève de la faim pour arracher la régularisation de son apprenti guinéen menacé d'expulsion du territoire. Donc il semblerait, d'après les dernières nouvelles, que cela ne soit pas le chemin pris par ce restaurateur rebelle. Oui, c'est vrai que s'il n'y a pas... Oui, Judith, vous vouliez réagir? C'est pas ça la question. La question, c'est qu'une personne en situation irrégulière n'a pas vocation à rester sur le sol français, d'une part. D'autre part, ce restaurateur... Ça fait 9 ans qu'il était là. Ça fait même plus que 9 ans. Et c'est un CDI dont il dispose. On ne connaît pas son dossier, la demande a été rejetée. Par ailleurs, le restaurateur donne l'exemple de l'irresponsabilité, parce que plaider que les restaurateurs peuvent ouvrir en étant capables de respecter les gestes barrières et le faire sans masque, sans aucune distanciation entre les tables, c'est la démonstration qu'il ne fallait pas faire. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de mauvaise publicité, c'est-à-dire que
on a tendu le micro qu'à ceux qui le soutenaient dans sa démarche. Et par contre, on n'a pas donné la parole à d'autres restaurateurs qui considèrent au contraire que c'est une mauvaise image donnée. Si, il y en a qui l'ont dit, mais ici même, on avait Norbert Tarrer qui a dit que lui, il appliquait les consignes du gouvernement. Et donc, il y a quand même un certain nombre de voix qui se sont élevées contre cette ouverture. Hein. Donc la garde à vue pour le restaurateur, pour être précis, a été levée. Et c'est vrai qu'il y a une obligation de quitter le territoire qui a été décrétée pour ce homme qui est en situation irrégulière. Voilà, un mot, Rafik Smati. Oui, je ne cautionne pas du tout ce qu'a fait ce restaurateur, parce que je comprends que les restaurateurs aujourd'hui en aient assez, en aient marre et ont envie de se rebeller, mais il y avait dans l'attitude de cet homme une provocation extrêmement malsaine, voire vulgaire, et donc en ce qui me concerne, je ne peux pas cautionner. Oui, j'ai beaucoup d'auditeurs qui me disent qu'on dit une fake news, qu'on donne une fausse information. Non, il y a bien, il est convoqué par le procureur de la République, il sera convoqué devant un délégué du procureur pour un rappel à la loi pour recours à un étranger sans filtre. Ça concerne sans titre, pardon. Ça concerne le restaurateur, et il y a bien une obligation de quitter le territoire qui a été demandée. Il y a la CGT qui est montée au créneau pour le défendre, Alexis. Oui, mais ce que je disais, ça fait 10 ans qu'il était sur le territoire. Enfin, c'est symptomatique de la restauration aussi, de dire à un moment, on a beaucoup de sans-papiers qui travaillent dans ce secteur-là, et d'autres secteurs, hein, le bâtiment et autres. Et donc, c'est vraiment d'une hypocrisie sans fond d'arriver à virer des gens qui travaillent, qui cotisent. On marque une pause et on se retrouve. D'exploitation aussi. Oui, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On est ensemble et nous vous attendons pour débattre avec aujourd'hui Najwa El Haïté, docteur en droit, vice-présidente de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Ça va, Judith ? Oui. Vous avez retrouvé la une ou pas? Oui, j'ai retrouvé la une. Pardon, vous m'avez prise au dépourvu. Alors, la une, c'est peut-on encore vaincre l'islamisme? Et nous avons organisé un débat entre Gérald Darmanin et Bernard Rougier, qui est un chercheur et qui est l'auteur des territoires perdus de l'islamisme. De l'islamisme. En fait, qui fait écho aux territoires perdus de la République, écrit en 2002. Et c'est un entretien absolument passionnant et qui ne rend pas optimiste. Voilà, au moment où la loi confortant les principes républicains va arriver en séance publique le 1er février à l'Assemblée nationale. Lundi prochain. Je vais vous donner la parole dans un instant. Moi, j'avais un coup de gueule donc à vérifier, mais c'est la CGT qui a dénoncé, de l'Hôtel-Dieu, qui a dénoncé hier dans un communiqué un système de passe-droit qui aurait permis à du personnel administratif de la mairie de Paris de se faire vacciner avant les publics prioritaires. Donc j'imagine qu'ils ont dû voir arriver une personne, puis deux, puis trois. Donc des doses qui en plus étaient réservées à du personnel soignant. Vous savez que l'Hôtel-Dieu normalement est mobilisé pour les personnels soignants, les personnes fragiles, etc. Et donc visiblement la mairie de Paris a fait passer des gens sans aucune comorbidité sur simple piston. Bon, je pense que ça n'étonnera pas. À vérifier, encore une fois, c'est une information donnée par la CGT. La mairie a répondu. Hein. La mairie dit que ce sont des gens qui avaient droit à la vaccination parce qu'ils étaient soit en contact avec des malades, soit qui présentaient des comorbidités, mais que pour être sûr, elle va quand même faire une enquête. Oui, d'accord. Moi, j'ai eu une journaliste qui a enquêté au téléphone et qui apparemment m'a évoqué des gens qui n'avaient pas de comorbidité, mais à vérifier. Pardon, Alexis Poulain, coup de gueule. Non, coup de cœur pour Francis Lalanne, que j'ai interviewé au Monde Moderne longuement parce qu'il a eu plus de temps pour développer par rapport à sa tribune, où il n'appelait pas à un coup d'État, m'a-t-il dit, mais plutôt à une responsabilité collective par rapport à ce qui se passe et à la perte de liberté dans le cadre de la lutte contre ce coronavirus. Il faut rester vigilant. Et je crois que même si sa tribune a pu être mal lue et assez maladroite, peut-être dans certaines formulations, notamment j'en appelle à l'armée, etc., ça dit quelque chose sur la représentation nationale. C'est un joli euphémisme. Ouais, mais non,
non, mais il est surprenant, Francis Lalanne. Alors, au-delà de la caricature, hein, le poète, machin, le chanteur, nanana, il y a quand même des choses qui devraient nous interpeller tous. Quand on voit la majorité, La République En Marche, qui dissout la commission d'enquête sur le coronavirus la nuit à l'Assemblée, et que les oppositions sont totalement démunies, elles ne peuvent que hurler sur les réseaux sociaux et ne rien faire, là, on se rend compte qu'on a quand même un grave déficit de contre-pouvoir dans ce qui est devenu la Ve République. Si Francis Lalanne est aujourd'hui le contre-pouvoir, on peut il n'est pas le contre-pouvoir, mais il réfléchit comme un citoyen, comme n'importe quel citoyen devrait le faire, de manière constitutionnelle, en disant, si on réfléchit au cadre constitutionnel de la République, on est en train de le quitter, et à grandes enjambées, et pas seulement à petits pas. Et c'est ça qui devrait nous interpeller tous, et y compris la représentation nationale, mais tous les citoyens. Et je vous invite à aller écouter l'interview sur le Monde Moderne que j'ai fait de Francis Lalanne, parce que c'est étonnant de l'entendre parler. Alors, je lui demande, mais comment vous devenez constitutionnaliste? C'est quand même un métier à part, il faut faire du droit. Alors, il a parlé avec des avocats du droit constitutionnel, des gens qui connaissent ça. Et la question des droits et des devoirs du citoyen, elle est centrale dans cette crise du virus, dans la façon dont on nous traite comme des hamsters, confinés, pas confinés, taille de la cage, est-ce qu'on a le droit d'aller manger des graines ou pas? Je crois que c'est important de se réapproprier le fait politique, mais de manière personnelle. C'est une responsabilité collective, ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pas simplement un conseil de défense et un président qui décide au dévoté chaque semaine. C'est qui? C'est nous qui, à un moment, on respecte les gestes barrières. J'ai déjà eu ce débat cette semaine, je ne sais plus avec qui. Vous avez, vous, les compétences pour estimer de ce qui est bien ou pas bien pour les citoyens en période de Covid? On a une assemblée représentative qui ne sert à rien. Moi, s'il y a un truc où j'ai les compétences, oui, je pense que le conseil de défense est un truc complètement débile et que ça ne devrait pas être... De défense ou sanitaire? Un conseil de défense sanitaire. Enfin, ce conseil où Emmanuel Macron, entouré d'aéropages de personnes choisies, décide pour 66 millions de procureurs. Bon, faudra arrêter, c'est pas ça la République ni la démocratie. Et ça, j'ai les compétences pour le voir. Et je pense que je suis pas le seul. Rafik Smati? Le général Pierre de Villiers avait une formule, c'était le nom de son dernier livre, l'équilibre est un courage. Et aujourd'hui, on peut être contre le gouvernement, contre l'action du président de la République, de ses décisions, sentir le sentiment d'improvisation, etc., ce qui est une réalité. Voilà. Mais contester ça avec des postures caricaturales, telles que vient de le mener Francis Lalanne, notamment dans sa tribune. C'est pas caricatural, justement. Renverser, faire appel à l'armée, etc. Pour moi, voyez-vous, ça discrédite la cause. C'est-à-dire qu'on est à l'antipode intermédiaire, en fait. Oui, mais on est aux antipodes de la vision équilibrée, raisonnable, intelligente, qui devrait être celle d'une opposition citoyenne aujourd'hui. Et ça, je le regrette. C'est pour ça que je lui ai donné la parole, parce qu'en réalité, non, c'est bien ça. Il fait appel au corps intermédiaire, l'armée en étant un, comme un autre. Mais pas un coup d'état militaire, certainement pas. Judith, un commentaire? Non, je suis parfaitement d'accord avec Rafik sur le cas Lalanne, mais en revanche, effectivement, notre démocratie est mise sous cloche en ce moment, que ce soit par le Conseil de défense sanitaire, dont vous savez que rien ne peut fuiter, parce que sinon l'auteur des fuites se met en contravention avec le secret défense, que ce soit avec ces fausses concessions telles que on a fait Jean Castex en annonçant que le couvre-feu éventuel allait être soumis à l'Assemblée nationale avec vote, mais quand on regarde précisément, le vote ne sera pas contraignant. Donc voilà, c'est un vote pour la galerie. Et effectivement, l'interruption sauvage, mais légale, malheureusement, des travaux de la mission d'information de l'Assemblée nationale est très préoccupante. Il n'y a plus que le Sénat pour faire un peu le boulot, dans la mesure de ses faibles moyens, sachant que c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Najwa, un mot sur Francis Lalanne et son appel à la Francis Lalanne et son appel, moi je ne commenterai pas, parce que c'est vrai qu'il y a des propos quand même assez scandaleux qui m'ont fait sauter de ma chaise, mais bon, je ferme la parenthèse. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est regrettable que le Parlement soit contourné dans la stratégie mise en place dans cette épidémie. Parce que dans une démocratie, le Parlement ne doit pas être une chambre d'enregistrement, il doit être aussi un contre-pouvoir, et donc on peut le regretter sur cette question, mais aussi sur d'autres, d'ailleurs. Notre présence au Mali, voilà. Donc, moi, je pense que, on peut que regretter que le Parlement soit mis de côté. Allez, on va marquer une pause. Judith, je vous ai pas oublié. On va parler avec vous. On va parler avec vous d'une formidable
initiative. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On va revenir sur la vaccination, sur le confinement hybride. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. On va essayer d'en parler avec vous. Judith Weintraub, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre Elisabeth Moreno, qui a pris la place de Marlène Schiappa à l'égalité femmes-hommes et à la diversité. Alors elle avait plutôt bien commencé, Elisabeth Moreno, rappelez-vous, parce qu'elle avait célébré à sa nomination, dans un discours, la complémentarité entre les hommes et les femmes, ce qui lui avait valu les foudres des néo-féministes qui considéraient que vraiment c'était de la dernière ignominie de parler de ça. Mais ensuite, ça s'est pas mal dégradé après ce début sympathique. D'abord, elle était dans les réunions internes préparatoires à la loi qui conforte les principes républicains contre l'interdiction des certificats de virginité. Elle ne jure que par les quotas qu'elle veut imposer partout, à tel point qu'elle va proposer aux entreprises, sur la base du volontariat, de se doter d'un index de la diversité pour compter toutes les minorités, c'est-à-dire en entreprise. Voilà, toutes les entreprises volontaires pourront se doter d'un index de la diversité, c'est-à-dire la façon, je trouve, la pire d'assigner les gens à résidence soit ethnique, soit religieuse, soit sexuelle, puisqu'évidemment il s'agira de compter les femmes, les hommes, les transgenres, Voilà, on sera tous dans nos petites cases. Et moi je trouve ça délétère, d'abord pour les gens que c'est censé aider, parce que évidemment, si vous êtes une femme noire promue en entreprise, vous allez déclencher la suspicion. Est-ce que c'est grâce au quota diversité que vous avez été promue? C'est absolument abominable. Et elle va lancer une grande consultation citoyenne sur la discrimination. Ça, c'est ce que Emmanuel Macron avait annoncé quand il s'était entretenu sur le média Brut. Et pour cette grande consultation, elle va s'associer à Claire Hédon, la défenseur des droits, qui a succédé à Jacques Toubon, laquelle Claire Hédon vient de s'illustrer en défendant le burkini à la demande de Baraka City. Oui. Donc oui, il y avait une plainte qui avait été déposée effectivement, et elle a estimé que c'était une discrimination, que ça pouvait être discriminante, une décision discriminante d'interdire le burkini. Ce que je comprends pas, c'est que les statistiques ethniques sont théoriquement interdites, donc on contourne la loi, non ? Ce sera peut-être déclaratif. Mais c'est étrange, c'est encore une fois du en même temps. Je ne sais pas qui veut réagir à Fix Mathis. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement ce grand débat qui va s'ouvrir lundi prochain, et en même temps, on a des choses, des décisions qui vont dans un sens. Enfin, encore que cet observatoire de la diversité n'est pas forcément dans ce sens-là, mais des prises de position étranges quand même. Je vais vous dire, la seule chose que souhaite, par exemple, un jeune issu de la diversité, c'est être embauché pour ses qualités, pour l'adéquation qu'il peut avoir avec le job en question. Il a envie d'être recruté pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente. Quelqu'un qui est issu de la diversité, qui se retrouve à un quota dans une plaquette de communication pour vanter la politique diversitaire de l'entreprise, c'est un problème. Enfin, demandez à n'importe quel jeune concerné, ils ont envie d'être reconnus pour ce qu'ils sont, non pas pour leurs origines ou ce dont ils sont censés venir. Donc c'est très désagréable comme sensation, et ça contribue à cette américanisation de la société avec cette logique multiculturelle, et ça rompt profondément avec ce qu'est fondamentalement la France et la République. Oui. Najwa ? Voilà, c'est bon. Moi, je peux que rejoindre les propos qui ont été dits. En principe, c'est vrai que les statistiques ethniques sont interdites. Néanmoins, vous avez des exceptions, faut le savoir, quand vous menez des recherches. Voilà. Donc,
Là, c'est pas une recherche, donc je pense que c'est plus un contournement. Et c'est vrai, comme ce qui a été rappelé, vous avez une idéologie qui nous vient des États-Unis, qui progressivement prend de la place, prend du terrain, et c'est une addition des différentes communautés, donc du genre, de l'origine, etc. Et notre principe universel n'en sort que plus fragilisé. Ouais. Et on rappelle que les personnes les plus discriminées à l'emploi sont les personnes handicapées, les personnes obèses, ensuite les seniors, et que c'est assez peu évoqué. J'ai discuté avec quelques chercheurs qui ont été mandatés par le gouvernement pour travailler sur les discriminations à l'emploi. On leur a demandé une étude sur les transgenres, qui représente 0,5% de la population. C'est le principe. Vous avez toutes les... a tout à fait raison, en plus de parler d'un mouvement qui nous vient des États-Unis, parce que Elisabeth Moreno vient aussi de dire dans le magazine Elle que pour se sortir de cette discrimination, la seule solution, c'était de former les jeunes aux stéréotypes de genre. Bref, elle veut importer officiellement en France les gender studies qui ravagent les universités américaines. Donc ça veut dire qu'elle est totalement en phase avec ces groupes néo-féministes, décoloniaux, qui déjà infestent notre propre enseignement supérieur dans les universités, dans les grandes écoles aussi, à Sciences Po aussi, dans toutes les grandes écoles. Donc elle est, alors soit par conviction, soit par manipulation, elle est dans la main de ces gens-là. Oui, Alexis. Au-delà de ça, oui, je pense que c'est l'impact finalement du marketing sur nos vies. Tout est devenu case, tout est devenu part de marché, tout est devenu essentialisation. Donc vous êtes maintenant défini par un atout physique, un atout de genre, de race, etc. Et on essaye comme ça de créer des communautés qui vont non pas s'unir, mais qui vont finalement se mettre en compétition les unes contre les autres pour éviter de parler des vrais problèmes de ceux qui vont être aussi victimes de cette discrimination, de la façon dont on ne fait plus corps de toute façon. Et en plus, cette crise du virus ne fait qu'amplifier les choses, puisque les lieux de rencontre, les lieux où on peut brasser des humains sont fermés, puisqu'on ne peut plus se rencontrer. Donc tout devient encore dans la bulle de filtre, contrôlée par les milliardaires des réseaux. Mark Zuckerberg qui maintenant veut invisibiliser les groupes politiques sur sa plateforme pour dire que non, surtout, vous ne verrez que des chats et des selfies, c'est très bien pour vous. Et donc on continue dans cette bêtise absolue qui est une bêtise marketing. Il n'y a plus d'objectifs humanistes ou politiques. On est là pour segmenter les populations parce que c'est plus facile à gérer finalement. Quand tout le monde sera l'ennemi de tout le monde, vous aurez plus des classes, vous n'aurez plus rien. Finalement, les vrais problèmes seront enterrés sous le tapis et ce sera une lutte pour la survie de chacun, content d'être représenté par son propre nombril. Et c'est terrible de voir que beaucoup de jeunes, finalement, tombent dans le panneau, trouvent ça génial parce que c'est de l'affirmative action. On se dit, ah oui, les États-Unis font ça, mais c'est un piège. Je pense que c'est un piège. Derrière, c'est la qualité humaine profonde qui... Je ne crois pas que le gouvernement, dans son intégralité, ait décidé pour mettre sous le tapis les problèmes sociaux, de se lancer là-dedans. Je crois que Moreno est un cas à part de ce point de vue. Par exemple, Marlène Schiappa n'est pas du tout sur la même ligne, non, pas du tout. Pas du tout. On va parler du confinement, vers un confinement, mais de quel type ? Vous savez qu'hier, Olivier Véran a affirmé au cours d'une conférence de presse que le couvre-feu à 18h sur l'ensemble du territoire n'est pas suffisant. Sur la table, plusieurs scénarios de reconfinement, dont un reconfinement qui a été intitulé hybride, donc l'allongement des vacances de février, un confinement moins dur pour les plus jeunes, la gestion des commerces. On voit que ça n'a pas encore été tranché dans la tête du président. C'est vrai que la situation est compliquée. Rafik Smati, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut, peut-être on va prendre les choses une par une, est-ce que sanctuariser les vacances de février, donner les mêmes zones, enfin prendre toutes les mêmes zones, donner la même longueur à toutes les vacances scolaires sur un mois ? Alors, il y a une donnée dont je ne dispose pas et qui est entre les mains de l'exécutif, c'est quel est le niveau de contamination dans l'éducation nationale. La fermeture d'une école n'est pas quelque chose d'anodin. Ça a des conséquences sur l'éducation des enfants. Maintenant, s'il est avéré que le variant anglais, qui est plus contagieux manifestement chez les enfants, met les enfants et les écoles en danger, oui, il y a
un certain nombre de décisions à prendre, et probablement que le fait de mutualiser les 3 zones de vacances scolaires est probablement la moins pire des solutions. En tous les cas, moins pire que 2 mois que nous avons connu au mois de mars. Je voudrais simplement alerter sur un sujet parmi tant d'autres. C'est le sujet de la jeunesse, de nos jeunes étudiants notamment. Je crois que nous avons le devoir, quelles que soient les mesures restrictives mises en place et annoncées par le gouvernement, nous avons le devoir de mettre en place des mesures dérogatoires pour ces étudiants. Des mesures dérogatoires pour aller travailler, pour aller à l'université, pour aller dans les bibliothèques et pour se réunir entre eux pour travailler. Ça serait une mesure de salubrité publique. Nous sous-estimons l'impact psychologique aujourd'hui, l'état de délabrement psychologique au niveau de nos étudiants qui traversent une période extrêmement difficile. On leur demande beaucoup de sacrifices pour un virus qui ne les concerne pas au premier chef. Alors, cela, c'est de la solidarité et c'est très bien, mais que nous autorisions en période de restriction les étudiants à bouger et à travailler serait, j'ai pas envie de dire un cadeau, mais serait un juste retour du sacrifice qu'on leur demande. Alors moi, je ne suis pas épidémiologiste, ni personne autour de la table, et ça me gêne toujours beaucoup d'évoquer tous ces sujets, parce que j'ai entendu un médecin ce matin dire ce n'est pas une bonne solution, parce que de toute façon, les jeunes feraient circuler le virus, puisqu'ils en sont porteurs, donc ils le ramèneraient chez eux aussi d'une certaine manière. Donc la problématique est compliquée. Toute la problématique, en fait... Poulain, pardon. En plus, il n'est pas venu depuis longtemps. C'est un inconscient. C'est l'inconscient qui parle. Voilà. On le salue d'ailleurs. Non, mais c'est tout le problème de la stratégie mise en place entre les pays qui décident d'éradiquer le virus, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et qui ferment les frontières de manière drastique, qui empêchent l'importation des variants, et nous qui empêchons les gens de sortir de chez eux à 18h, mais qui ouvrons les aéroports, les gares à tout vent, en disant finalement les variants peuvent arriver, c'est pas grave, puisque c'est une déclaration de bonne foi, et les tests PCR, si vous venez à cheval, en voiture ou à pied, ça sert à rien de toute façon. Donc on est dans un délire idiot et incohérent, l'absurdistan autoritaire, et c'est vrai. C'est-à-dire que soit on lutte réellement et on cherche à éradiquer un maximum la circulation du virus, donc on ferme les frontières et on fait un confinement dur, mais sur un temps court, soit on fait ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on laisse ouvert les commerces, on laisse machin, mais alors on arrête de faire croire qu'on confine, on n'appelle plus ça confinement. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir une prise de parole d'Emmanuel Macron ce week-end ou la semaine prochaine qui va appeler ça, je ne sais pas comment, en disant on ne va pas reconfiner parce que les commerces, etc., mais on va faire un truc, et ça s'appellera je ne sais pas comment, la grande mascarade, pour dire, bah voilà, on continue à faire le virus en attendant les doses qui n'arrivent pas, puisque le problème est là, c'est qu'aujourd'hui la campagne de vaccination va marquer un temps d'arrêt, puisqu'on n'a pas assez de doses pour vacciner les premiers et finir avec les... Parce que ce que dit Alexis Poulain, c'est-à-dire le reconfinement dur, ne peut avoir de sens que si la contrepartie de ce reconfinement dur, c'est de pouvoir vacciner la population, ce que fait très bien d'autres pays, et notamment Israël. Donc faire l'un sans l'autre, c'est absolument bancal. Allez, on marque une pause et on continue à débattre avec vous, Judith Weintraub et Najwa El Haïté, qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Najwa El Haïté, ce qu'on évoquait, ce reconfinement, ce confinement hybride, est-ce qu'il sera serré? D'ailleurs, je n'ai pas compris ce mot de serré qui ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'il sera strict? Est-ce qu'il sera adapté? Je voyais qu'en Indonésie, je l'évoquais là pendant la pub, ils ont décidé de vacciner les 18-59 ans en estimant que c'était une population active qui avait besoin d'être protégée et que les plus anciens, par définition, bougeaient moins de chez eux. Najwa, sur ce reconfinement, allongement des vacances de février, fermeture des commerces non essentiels. Moi, je vais vous dire, on parle d'un confinement hybride, et plein d'autres types de confinement, légers, moyens, stricts. Donc moi, honnêtement, je n'en sais rien, mais une seule chose est sûre, c'est que nous avons besoin d'être rapidement fixés sur le type et le niveau de confinement retenu par le président de la République, car on le sent, la société française est dans un état d'épuisement moral sans précédent. Oui. Et on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel, parce qu'à chaque fois, on vous annonce des mauvaises nouvelles, pas de vaccin de l'Institut
l'Institut Pasteur. Le vaccin Sanofi a pris énormément de retard et on se demande même s'il va sortir un jour. Et puis, parallèlement à cela, on vous indique et surtout on vous informe que AstraZeneca va pas livrer l'ensemble des doses pour lesquelles ce laboratoire s'était engagé auprès de l'Union européenne. On apprend là ce matin que Moderna va aussi réduire le nombre de doses qu'elle livrera à la France. Donc, vraiment, il y a un climat anxiogène. C'est difficile. Ouais. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater qu'il y a une reprise en main du président de la République en ce qui concerne la communication. Parce que ce qui a été décidé, c'est qu'il n'y a que le Premier ministre, le ministre de la Santé et le porte-parole qui sont autorisés à parler pour éviter les contradictions, les fake news, les fausses rumeurs, afin vraiment d'éviter d'alimenter cette ambiance fortement anxiogène. Après, il était temps, non ? Il était temps déjà. Rien qu'hier, Gabriel Attal et Jean-Michel Blanquer n'ont pas dit la même chose. Donc, vous avez même donc à un moment, c'est vrai que, je veux dire, ça devient une vraie prise de tête. Et j'en terminerai aussi par les étudiants. Parce que ce qui a été dit sur le plateau est extrêmement important, parce qu'on assiste vraiment à un isolement d'un certain nombre d'étudiants. Rien que sur notre territoire, j'ai su le suicide d'un jeune étudiant qui déjà bénéficiait de peu de moyens, qui du coup était isolé, et donc vraiment il y a un mal-être, il y a aussi un cri de détresse des étudiants. Vous voyez également les queues devant le secours populaire, etc. Donc on ne peut être que sensibilisé à leur situation. Et je pense qu'on aurait pu faire autrement à l'université. Oui, après, je n'en sais rien. Alors, on n'a pas entendu Judith, Judith Weintraub. Oui, le plus important, c'est ce qu'a dit Rafik. Pour que le confinement soit supportable, il faut que la campagne de vaccination en face soit à la hauteur. Absolument. Ce n'est absolument pas le cas. Vous me direz, tous les pays se plaignent d'une pénurie, c'est vrai. Mais ils se plaignent d'une pénurie en ayant, en général, vacciné beaucoup plus que nous. Et ça, c'est un retard qu'on ne doit pas rattraper. Au contraire, puisque vous savez que certaines agences de santé régionales, l'agence régionale de santé, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et d'autres, ont décidé d'arrêter les primo-vaccinations à partir du 1er février. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà eu le bonheur de recevoir une première dose de vaccin auront le droit à leur deuxième rendez-vous. Normalement, il est pris quand vous êtes vacciné une première fois, mais il n'y aura pas de primo-vaccination. Chose qui mérite aussi, je trouve, débat. Il y a eu un débat sur le temps supportable. Est-ce qu'on pouvait allonger le délai entre la première et la deuxième vaccination ? Certains pays ont décidé de le faire, notamment les Anglais, où on voit quand même un effet positif de ces premières vaccinations. Israël l'a fait également, et on voit un effet extrêmement positif, parce que notamment la population qui est hospitalisée, qui est admise en réa ou dans les services dédiés Covid, dans cette population-là, les personnes vaccinées ne représentent plus que 2%. Le chiffre s'est cassé la figure. En Israël, ils ont un problème avec les orthodoxes, les juifs orthodoxes qui ne veulent pas se faire vacciner. Qui ne veulent pas ni se faire vacciner, ni respecter les gestes barrières. C'est un gros problème. Mais à part ça, les gens qui suivent les consignes et qui se font vacciner, ça marche très très bien. Nous, ça ne pourra pas marcher. Non, parce qu'on n'a pas les doses. Et ce choix a été fait, alors que je précise que selon les données médicales dont on dispose actuellement, un premier vaccin protège entre 30 et 50%. Donc, ça veut dire qu'on a choisi de protéger un maximum, un tout petit nombre de gens, au lieu de protéger un peu une population beaucoup plus large. Je trouve qu'il y a matière à débat.
Oui, alors, non, tout à fait. Alexis? Plusieurs choses sur les vaccins. D'abord, ça montre l'extrême dépendance finalement des Européens au bon vouloir des gros labos internationaux. La France notamment, qui voit Sanofi abandonner la course au vaccin pour d'autres solutions. Elle n'abandonne pas le fait, parce qu'il n'y a pas que le vaccin pour lutter contre ce virus, il y a aussi des traitements en amont, notamment un labo de Limoges qui travaille sur des anticorps de synthèse en aérosol. Et qui n'existe pas pour l'instant. Non, qui sera commercialisé dans 18 mois. Mais je veux dire, il ne faut pas tout mettre. C'est une piste qui fonctionne. L'Allemagne a déjà commandé 200 000 doses. Là, pour une fois, c'est un labo français, donc soyons heureux. Parce que dans cette crise des doses de vaccins, l'attitude des labos est scandaleuse. Il faut rappeler Pfizer qui finalement dit puisque l'autorité du médicament européenne a dit qu'il y avait 6 doses par flacon, on va vous livrer moins de flacons, puisque les contrats disaient tant. Vous avez Moderna qui va livrer moins également, en disant attendez, nous on va d'abord livrer les Anglais. Les Pfizer, quand il reçoit les commandes des Européens, n'a pas mis aux normes, n'a pas augmenté les capacités de production sur le sol européen de ses usines en Belgique. Du coup, se retrouve obligé de fermer ses usines pour pouvoir produire plus à partir de février. Donc les labos sont là pour faire du profit, rappelons-le. Ils sont pas là pour le bien commun de l'humanité. C'est contradictoire. Il y a deux choses. Parce que ce matin, Axel Kahn a gueulé en disant qu'il faudrait que l'OMS rentre dans la danse et qu'on fasse quelque chose. Parce que là, les labos sont en train de mener les gouvernements par le bout du nez. Et les contrats. Mais enfin, s'ils étaient là pour faire du pognon, ils auraient ouvert. Mais ils sont là pour faire. Mais ils auraient ouvert 500 usines. Ils sont là pour faire du pognon. La rareté rend le truc cher. Et aujourd'hui, ils font monter les prix. Tout simplement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les contrats qui ont été signés au niveau de la Commission soient rendus publics. C'est pas le cas. On a un contrat qui a pu être consulté par les députés européens qui a été rendu public avec CureVac. Contrat où il est biffé, c'est-à-dire que tous les paragraphes sur les prix, sur les responsabilités, sur les lieux de production, sur les dates de livraison, tout ça, c'est pas rendu public. Donc moi, j'aimerais que ces contrats, qui sont extrêmement importants pour la santé publique en Europe, soient rendus publics, qu'on sache comment se sont fait berner les autorités européennes par les labos, par les lobbies. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Mais on en est là, parce qu'aujourd'hui, que dit le ministre de la Santé, Olivier Véran? Il dit, vous savez, on a une super campagne de vaccination si on reçoit les doses, si tous les vaccins fonctionnent. Non, mais c'est contradictoire ce que vous dites. Mais s'ils sont là pour faire du fric, ils ouvrent des usines et ils en vendent 100 fois plus au prix qu'ils veulent, puisque ce sont eux qui fixent les prix. Je crois que la rareté rend le produit cher et ils font du fric surtout en bourse. Ils ne font pas du fric en vendant des petites fioles. Monsieur Poulain, vous dites que les labos sont là pour faire du fric. Je rappelle que ce sont des entreprises privées. Et que le but d'une entreprise privée, c'est de faire de l'argent. Mais je voudrais dire quelque chose aussi. C'est que c'est grâce à ce capitalisme et grâce à la science qu'au bout de à peine 1 an de virus, on a réussi à mettre en place quasiment à grande échelle, un virus d'un genre nouveau qui va révolutionner la médecine par ailleurs, un vaccin d'un genre nouveau qui va révolutionner la médecine. Tout cela, on le doit à l'économie de marché. Donc ne balançons pas le bébé avec l'eau du vin. Soyons honnêtes. Et je voudrais juste, et ensuite je répondrai à ça. Et ensuite, je voudrais dire quelque chose, que s'il devait y avoir un échec aujourd'hui, c'est pas l'échec des labos qui ont investi. Certains se sont plantés et durement plantés, d'autres ont réussi et c'est tant mieux pour eux. S'il y a un échec aujourd'hui, c'est l'échec de la technocratie européenne. Quand vous entendez le patron de Moderna, qui accessoirement est un Français, dire les États-Unis m'ont donné les moyens de construire des usines, ils ont mis de l'argent sur la table, et c'est ce qui fait qu'on est en avance, alors que pendant ce temps-là, l'Union européenne, ça a mis des mois avant de nous mettre d'accord. Et puis une fois qu'on s'est mis d'accord, ils ont été incapables de nous accompagner industriellement, sachant que nous, Moderna, on n'a pas les moyens logistiques d'être bons. Eh bien, il est là le problème. Il faut regarder les choses en face. Il faut dire les choses. On n'a pas le droit intellectuellement de faire passer des messages contradictoires qui laissent sous-entendre que le problème c'est les big pharma, c'est la recherche, c'est la science. La science, c'est la solution, c'est pas le problème. Le problème, c'est la technocratie. Deux choses. D'abord, ces labos demandent de l'argent public pour financer leurs recherches. Donc c'est nos impôts qui payons leurs recherches. Ensuite, on doit acheter leurs produits. Très bien, donc 2 fois elle gagne. Et ensuite, sur la responsabilité, elle s'en dégage en disant c'est les États qui vont gérer. Et puis, sur les lois du marché, Sanofi, qui ferme 364 emplois en recherche et développement en banlieue parisienne. On est d'accord, c'est un fiasco. Alors, arrêtez de dire que les labos sont là pour autre chose que du profit à court terme. Non, mais c'est pas des ONG. Même la recherche et pas des ONG, c'est des entreprises. C'est pire que ça, c'est des entreprises subventionnées qui en plus après s'attaquent aux États. Donc à un moment, soit le produit et qui ont sauvé le monde en 1 an. Et qui ont sauvé le monde en 1 an. La promesse d'Emmanuel Macron, ce vaccin doit être un bien commun de l'humanité. Bon bah voilà, qui mettent les mots sur la table et qu'en face ils prennent ses responsabilités, alors que les gouvernements se lèvent face aux labos. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les labos mènent par le bout du nez les gouvernements et nous mènent par le bout du nez. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. On aura un étudiant en ligne, Noé, qui voulait réagir. À tout de suite. Laïté et Judith Weintraub. On a Noé au téléphone avec nous. Pardon Noé de vous avoir fait attendre. Bonjour. Bonjour, vous êtes étudiant. Bonjour.
Oui, c'est ça. Je suis étudiant en droit à l'université de Paris 2. Ouais. Et vous vouliez témoigner de ce que vous vivez ? Oui, j'ai été frappé quand vous avez parlé des universités. Effectivement, vous avez pointé du doigt l'incohérence totale dans la gestion des universités. Par exemple, il faut savoir que les facs à l'heure actuelle ne sont pas réellement fermées. Les BU sont toujours ouvertes sur rendez-vous. Et on peut se rendre encore à l'université pour étudier dans la bibliothèque universitaire. Mais vous n'avez plus de cours. Mais on n'a plus de cours et on n'a plus de TD. Mais les facs ne sont pas fermées. De fait, elles ne sont pas fermées. Là, il va y avoir une ouverture avec une jauge à 1/5. Je suis sur Melun, sur l'antenne d'Assas à Melun. Ouais. Donc ça draine sur tout le département de Seine-et-Marne. Tout le monde met 1 heure, 2 heures pour se rendre sur la fac. Personne ne va y aller. Ouais. Personne n'y allait. Mais vous pensez quoi dans la situation des étudiants, vous le vivez comment et est-ce que vous pensez qu'on aurait dû effectivement laisser les cours avoir lieu ? Parce que vous jouez sur les mots quand vous dites les facs ne sont pas fermées. Non, elles ne sont pas fermées. Néanmoins, vous ne pouvez pas assister à des cours ni à des TD. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une optique de suppression totale de tout brassage, on n'y est pas. Si on veut aller au bout de cette logique, moi j'aurais effectivement préféré que les facs restent ouvertes. Elles l'étaient au début du premier semestre, avec une jauge à 50%, sachant que dans les amphis, en réalité, on est à peu près à 50% en temps normal. Donc quand on coupe de la moitié, on est plutôt à 1/3, 1/4. Parce que les étudiants ne viennent pas tous en amphi. Donc oui, rouvrir les universités, même si ça plaît pas, même si c'est une mesure qui peut paraître irresponsable, mais je crois qu'on mesure mal l'état de détresse psychologique des étudiants à l'heure actuelle. Il y en a plus d'1/3 qui sont à la limite de la dépression. Je crois que c'était des chiffres qu'avait cité Madame Vidal d'ailleurs. Madame qui ? Pardon. Non, mais Frédérique Vidal. Oui, je sais, mais je plaisantais. Ce qui est terrible dans la réponse Merci du gouvernement. Noé de votre témoignage. Merci de ce témoignage. On a fait une émission, un article sur cette détresse des jeunes dans le monde moderne, et on est revenu sur Anas aussi, qui était cet étudiant qui s'était immolé par le feu à Lyon il y a 1 an déjà, parce que les conditions de vie des étudiants étaient terribles. Et c'est terrible de voir que ça ne s'est pas amélioré. Alors, il y a quand même, il faut saluer la décision du gouvernement des 2 repas à 1 euro pour permettre aux étudiants quand même de se nourrir, parce qu'on les voit de plus en plus nombreux devant les soupes populaires, les banques alimentaires, etc. Mais pour ce qui est de la détresse psychologique, c'est assez scandaleux de voir que, alors qu'on manque tout simplement de praticiens, de psychologues, de psychiatres, la réponse c'est un chèque psy qui sera donné pour que vous ayez un temps d'attente ou un numéro vert, encore une fois. On peut pas répondre à cette détresse-là par un numéro de téléphone et un chèque pour aller voir un médecin que vous n'aurez pas le temps d'avoir un rendez-vous. Donc les étudiants, c'est assez terrible parce qu'ils sont séparés de leur famille, ils sont dans 12 mètres carrés au mieux parfois, et il y a cette solitude terrible parce que le moment de socialisation qui est ce temps d'études, cette jeunesse, est totalement cassé, et il n'y a plus de lieu. Et si en plus vous avez le malheur de vouloir faire des dîners entre amis, alors vous êtes un dangereux séditieux qui est en train de faire un cluster. Donc je crois que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du mal sur le long terme qui est fait pour cette génération. Alors je voudrais qu'on revienne sur le sujet que vous évoquiez. Alors ce qu'en pense Judith Van Traub et Najwa El Haïty sur le fait que les labos sont là pour faire du fric et qu'elles organisent finalement la pénurie. Judith ? J'ai pas dit ça, elles font monter les prix. Bah oui, donc elles organisent la pénurie. Oui, moi ça me paraît de l'ordre du fantasme. Le labo, il gagne de l'argent, il est coté en bourse quand ça fonctionne bien et quand il arrive à vendre un maximum. Pas quand il n'arrive pas à fournir ni à honorer les promesses qu'il a faites. Rafik a absolument raison de dire que là, on est devant l'échec de la technocratie européenne, qui d'ailleurs fort logiquement reproduit les erreurs de ce que chaque technocratie de chaque pays membre a de pire. Vous savez, les technocrates européens, c'est comme nos technocrates nationaux. C'est pas les meilleurs c'est comme nos politiques nationaux, pardon, ce sont pas les meilleurs qui partent à l'Union européenne, malheureusement. Donc là, on a ce qu'on a de pire avec une évaluation des coûts comparatifs complètement délirante. On a essayé d'avoir des vaccins à bas coût, alors que en France uniquement,
d'après les chiffres de Bruno Le Maire, un mois de confinement, ça coûte 16 milliards d'euros. Le calcul a été fait, acheter les 6 vaccins pour les 2 tiers de la population européenne, c'est autour d'une trentaine de milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en 2 mois de confinement, on a compensé, on a dépassé le coût des vaccins. Donc ces arbitrages ont été proprement délirants et c'est une faillite technocratique et politique et pas du tout une faillite de l'économie de marché. Oui, Najwa ? Je vais revenir rapidement sur la technocratie européenne. Bien sûr que c'est son échec, mais je rappellerai que la santé publique n'est pas une compétence de l'Union européenne et d'où les couacs. Ensuite, concernant les laboratoires, moi aussi je vais être sévère vis-à-vis des laboratoires. Je suis désolée, il y a eu des contrats qui ont été signés par rapport à des doses qui devaient être livrées. Et c'est pour ça d'ailleurs que les avocats de l'Union européenne s'activent face aux avocats aussi des laboratoires parce que voilà, il y a un objet dans le contrat. Et donc quand on signe un contrat, on doit respecter ce contrat. Deuxièmement, mais quand on peut pas, ce qui a été dit. C'est que vous avez aussi des laboratoires, je suis désolée, qui abusent, qui bénéficient des subventions publiques. On citait, c'était M. Poulain qui citait Sanofi. Sanofi a supprimé des emplois alors qu'il a bénéficié des crédits d'impôt recherche. Donc à un moment, il faut aussi être sévère avec les laboratoires et leur demander des comptes. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez, ou bien pas de subvention publique. Si à côté de ça, ils ne respectent même pas leur engagement. Alors, Rafik Smati. Je crois que vous mélangez plusieurs choses. Le crédit impôt recherche, c'est un crédit d'impôt auquel chaque entreprise qui est sur le territoire français a le droit dès l'instant où elle est dans la recherche. La recherche, ça ne veut pas dire que l'on trouve. On aimerait bien, mais pas ça. On aimerait bien que ce soit une structure. Non, mais je sais très bien ce que des emplois de chercheurs. Non, mais madame, le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche, c'est pour rechercher. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans l'industrie pharmaceutique, quand vous êtes sur 1000 molécules, vous en avez au final que une qui réussit. Donc là, c'est un fiasco industriel et je peux vous dire que Sanofi sera probablement lourdement pénalisé, notamment par ses investisseurs. Et je vais vous dire, l'économie de marché joue parfaitement son rôle régulateur. Mais je voudrais simplement, si vous m'en donnez l'autorisation, Valérie Expert, revenir sur quelque chose que j'entends, alors pas forcément sur ce plateau, mais en général, des personnes qui me disent, à propos des fameuses Big Pharma, qui me disent le Covid-19, le coronavirus, a été inventé par une sorte de complot pour promouvoir, pour aider les Big Pharma. Je profite d'avoir le micro devant vous aujourd'hui pour faire l'éclairage suivant. Est-ce que vous pensez, si tant est, qu'il y a un complot mondial? Est-ce que vous pensez que ce complot aurait pris le risque de mettre à plat toute l'économie mondiale, de mettre nos banques en situation de quasi-faillite, les assurances en situation de quasi-faillite, tout ça pour profiter à 3 ou 4 ou 5 grosses entreprises pharmaceutiques? Ça n'a pas de sens. Ce que nous subissons aujourd'hui, c'est précisément l'inverse de complot. Qui dit complot, dit grande organisation et dit, c'était Michel Rocard qui disait ça, grande finesse intellectuelle. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une grande improvisation, c'est une grande mascarade, c'est un grand amateurisme. C'est l'inverse d'un complot. Et je peux vous dire que tout ce qui a été... tout ce que l'on vit ces derniers temps, c'est précisément parce qu'il n'y a plus, et en particulier dans l'Union européenne, il n'y a plus de leadership politique dans l'Union européenne et dans les pays de l'Union européenne. Il n'y a aucune stratégie. On parlait tout à l'heure des vaccins, du cas d'Israël, avec la nécessité d'un reconfinement fort, mais avec une vraie stratégie vaccinale. On n'a plus tout ça. On n'a plus de vision de conquête, et aujourd'hui, nous en payons les prix. C'est hélas notre vacuité qui nous a poussés là où nous en sommes aujourd'hui. Oui. On se retrouve effectivement avec ces amateurs fiers qui sont obligés de payer des cabinets de conseil très chers pour faire leur boulot à leur place. Avec, il faut le rappeler quand même, le fiasco des masques, des tests, des vaccins, fiasco logistique. J'ai parlé avec le député Lambert qui lui avait remis un rapport France Logistique à l'époque à Emmanuel Macron, ministre de l'Industrie, qui avait été très bien reçu. Et puis ce rapport a été mis aux oubliettes comme d'habitude. Encore une fois, la faillite des technocrates. Systématiquement, on leur propose des plans, on leur propose des solutions et tout ça finit dans des tiroirs ou bien on recommence
permanence, on réinvente la roue. À un moment, il va falloir quand même se demander, parce qu'on dit à chaque fois, ça coûte trop cher, le social coûte trop cher, l'État coûte trop cher. Mais à quoi servent tous ces pontes de Bercy, tous ces gens dans les ARS, etc. À un moment, il va falloir se poser la question de tous ces salaires de gens qui finalement ne servent à rien. La technocratie, elle a bon dos. Elle a bon dos, mais en même temps, elle est bien réelle. Là, vous avez des rapports. Vous vous rendez compte qu'on paye des cabinets de conseil pour faire le boulot des gens qui sont élus? Attendez, pas tous en même temps. Judith Weintraub. Au bout de la chaîne, il y a des politiques. Oui, c'est ce que je dis. L'honneur du politique, c'est de ne pas se faire mener par le bout du nez par la technocratie. Je crois même que c'était un des thèmes de campagne d'Emmanuel Macron. Eh ben, il en est loin. Alors que maintenant, il se défaute sur la technocratie pour expliquer l'erreur des masques, des tests et aujourd'hui de la vaccination. C'est trop facile. Oui. Et comment est-ce quelle issue vous voyez à cette pénurie de vaccins? On a vu encore une fois Martin Hirsch envoyer un mail hier pour dire qu'il n'y aurait plus de première vaccination dans toute l'Île-de-France. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, la question que je me suis posée, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'effort qu'on n'a pas demandé aux usines, aux autres usines un peu partout de fabriquer ces vaccins? Parce qu'on n'a pas signé les bons contrats. Et puis en termes de planification, la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements qui a été les plus touchés, est un des départements les moins vaccinés en parallèle. Donc on met même pas parce que les gens n'y vont pas non plus. Parce que les gens n'y vont pas, parce que c'est un département où il y a des jeunes. Et comme dit Judith, parce que c'est un département très jeune. Et surtout, c'est un des départements les plus touchés. Oui, mais sauf qu'ils ne sont pas allés se faire vacciner. J'ai vu le président du Conseil général dire que des gens venaient de la région parisienne pour se faire vacciner, puisqu'il y avait des places en Seine-Saint-Denis. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réservation de fait dans ces centres de vaccination. Donc il ne faut pas dire qu'il y a une discrimination sur la Seine-Saint-Denis. Rafik Smati. Que faut-il faire? Eh bien, nous mettre en économie de guerre. Nous mettre en économie de guerre, c'est considérer que le vaccin n'est pas un coût, mais un investissement. C'est considérer que toutes les usines qui le peuvent doivent être mobilisées pour produire des vaccins sous licence, parce qu'il ne s'agit pas de spolier qui que ce soit à quelque laboratoire que ce soit. Je voudrais citer le généticien Axel Kahn qui dit à juste titre que la matière première des vaccins est quasiment illimitée, donc elle est assez facilement accessible. Donc nous avons la possibilité, à condition qu'il y ait une vraie volonté politique, de mettre toute l'économie, et y compris de solliciter les grands groupes français qui le peuvent, pour produire des vaccins en masse. C'est la seule solution. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, il n'y en aura pas d'autre. Voilà. Et par rapport à ça, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, c'est ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire de mobiliser toutes les usines qui le peuvent pour obtenir des licences. Hop. Mince. Si on vous entend. Ne nous faites pas peur. Il n'y a pas de nouveau cambriolage, vous inquiétez pas. Donc pour mobiliser donc les usines qui doivent produire donc sous licence, mais aussi pour produire même des aiguilles nécessaires pour aller dans les doses et aller chercher le produit magique. Mais en tous les cas, voilà, il y a une vraie économie de guerre qui est mise en place aux États-Unis. Et c'est vrai que ce serait bien qu'on fasse de même en France. Oui, juste un auditeur me dit oui, dommage que vous changiez complètement Sud Radio en invitant des macronistes. Mais est-ce que la vaccination, le Covid est un sujet politique? Est-ce que parce que je porte un masque, je suis macroniste? C'est ce qu'on m'a reproché. Sur la défiance par rapport au gouvernement. Avec le gouvernement. Oui, on n'a pas été particulièrement aimable avec ce gouvernement, mais je suis étonné de la réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que si vous êtes pour la vaccination, si vous portez un masque, eh bien, vous êtes macroniste. Est-ce que c'est une question politique? C'est quand même... Je vais vous dire, si Emmanuel Macron dit qu'il fait beau alors qu'il fait beau, eh bien, je vais dire la même chose que lui et je serai d'accord avec lui. Il faut arrêter ce clivage absolument absurde. Il y a tellement de choses à critiquer sur le gouvernement. Maintenant, être pro-vaccin, c'est pas être pro-Macron. Être pro-Macron, c'est être pro-science.